Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. Les maîtres des dragons. Un roman court par Jack Vance. Chapitre 6. Creusé dans la falaise, au sud du rocher escarpé qui abritait les appartements de Joas Bonbeck, se trouvait une vaste pièce connue sous le nom de Hall de Kerghan. La taille de cette salle, sa simplicité, sa décoration spartiate et ses imposants meubles anciens lui conféraient un caractère d'éternité et une odeur très particulière. Celle-ci exudait des murs nus en pierre et du vieux bois, une âpre émanation fétide que Joas avait toujours détestée, tout comme l'atmosphère générale de la pièce d'ailleurs. Ses dimensions lui semblaient arrogantes tant elles étaient démesurées. Son manque d'ornement dégageait une impression de rusticité, voire de vulgarité. Joas se rendit compte un jour qu'il ne haïssait pas seulement le lieu, mais Kerghan Bonbeck lui-même et toutes les légendes empoulées qui circulaient à son endroit. Néanmoins, à bien des égards, la pièce s'avérait agréable. Les croisées étaient faites de petites vitres carrées d'un verre bleuté encadrées de meneaux de sidéroxyle noir. Le plafond était aussi composé de panneaux de bois, et là, on retrouvait une certaine concentration de ce style alambiqué propre au Bonbeck. On y avait même dressé de faux pilastres à chapiteaux ornés de gargouilles et d'une frise aux traditionnelles feuilles de fougères sculptées. Les meubles étaient au nombre de 3, 2 grandes chaises sculptées et une table gigantesque, toutes 3 en bois sombre poli, toutes 3 fort anciennes. Joas avait trouvé une utilité à cette pièce. Il avait disposé sur la table une carte très détaillée et en relief de la région au 1/20. En plein milieu, le Val Bonbeck. À droite, la vallée heureuse, un enchevêtrement de rochers escarpés, de gouffres, de falaises, d'éperons, de murs et de 5 pics titanesques les séparaient. Au sud se dressait le mont Jethron, au centre le mont d'Espoir, et au nord le promontoire de Barche, le Gros et le mont Alcyon. Au pied du mont Jethron s'étendaient les hauts éboulis, puis le cratère de l'étoile déchue s'étirait jusqu'au mont d'Espoir et au pied du promontoire de Barche. Au-delà du mont d'Espoir, entre les remparts du Scansé et l'Ubac de Barche, le Scansé se déployait sur toute sa longueur, jusqu'au ravin de basalte déchiqueté et au promontoire situé à la base du mont Alcyon. Alors que Joas étudiait la carte, Fadé, silencieuse à dessein, entra dans la pièce, mais il la sentit approcher à l'odeur de la fumée d'encens dont elle s'était imprégnée avant de se mettre à sa recherche. Elle portait le traditionnel costume des jeunes filles de Bonbeck, un fourreau en intestin de dragon, bordé de fourrure brune à l'encolure, aux coudes et aux genoux. Un haut chapeau cylindrique, au rebord supérieur cranté, était perché sur ses volumineuses boucles brunes. Au sommet de ce couvre-chef était piquée une plume rouge. Joas feignit d'ignorer sa présence. Elle se colla contre lui pour lui chatouiller le cou de la fourrure qui entourait le sien. Joas demeura parfaitement impassible. Fadé, consciente de son manège, prit un petit air malheureux. « Devons-nous tous nous faire massacrer? Comment se déroule la guerre ?» Pour le Val Bonbeck, cela se passe plutôt bien. Pour Hervis Carcolo et la Vallée Heureuse, c'est une autre paire de manches. « Tu projettes de le détruire ?» dit Fadé d'une voix où sourdait une accusation contenue. « Tu vas le tuer, pauvre Hervis Carcolo !» C'est tout ce qu'il mérite. « Mais qu'adviendra-t-il de la Vallée Heureuse ?» Joas Bonbeck haussa les épaules négligemment. « Ils tireront profit du changement. » « Vas-tu chercher à régner ?»« Non. » Imagine un peu. Joas Bonbeck, le tyran du Val Bonbeck, de la Vallée Heureuse, du ravin Phosphore, de Glore, du Tarn, du Havre de Clou et de la Grande Faille septentrionale. »« Ce n'est pas de moi que tu parles. Peut-être aimerais-tu régner à ma place. » »« Oh, vraiment? Que de changements il y aurait! Je couvrirais les sacerdotes de rubans rouges et jaunes.
Je leur ordonnerai de chanter, de danser et de boire du vin de mai. J'enverrai les dragons à Arcadie. Je garderai quelques gentilles harpies pour s'occuper des enfants. Terminé cette terrible bataille. Je brûlerai les armures et briserai les épées. Ma petite cigale étourdie, quel règne clair tu aurais. Pourquoi donc? Pourquoi ne régnerais-je pas éternellement? Si les hommes n'avaient plus de raison de se battre, Et quand les basiques reviendraient, tu leur offrirais des guirlandes pour qu'ils les mettent à leur cou? on ne les reverra jamais. À quoi leur servirait d'attaquer une poignée de vallées lointaines? Qui sait ce qu'ils en tireraient? Nous sommes des hommes libres, peut-être les derniers hommes libres de l'univers. Qui sait? Et reviendront-ils? Coraline irradie de 1000 couleurs dans le firmament. Fadé s'intéressa soudain à la carte en relief. Et ta guerre actuelle? Quelle horreur! Vas-tu attaquer? Vas-tu te défendre? Cela dépendra d'Hervis Carcolo. Je n'ai qu'à attendre qu'il s'expose. Puis, regardant la carte à son tour, il ajouta, songeur. Il est suffisamment intelligent pour me causer des dommages, à moins que je n'agisse avec précaution. Et que se passera-t-il si les basiques reviennent pendant que tu te chamailles avec Carcolo? Joaz sourit. Peut-être serons-nous tous obligés de fuir dans les éboulis. Peut-être serons-nous tous obligés de combattre. Je combattrai à tes côtés, déclara Fadé en affichant une attitude courageuse. Nous attaquerons le grand vaisseau des basiques, affronterons les faisceaux thermiques et repousserons les décharges d'énergie. Nous nous engouffrerons par le panneau d'accès principal et aplatirons le nez du premier maraudeur qui osera le pointer. C'est là que ta stratégie pleine de sagesse tombe à l'eau. Comment reconnaît-on le nez d'un basique? Eh bien, nous nous attaquerons à leur... Elle entendit un bruit dans le corridor et tourna la tête. Joaz traversa la pièce rapidement et ouvrit la porte à toute volée. Riffet, le vieux portier, s'avança furtivement. Tu m'as dit de venir t'appeler si la bouteille se renversait ou se brisait. Eh bien, c'est ce qui s'est passé il y a moins de 5 minutes. Joaz écarta Riffet et se précipita dans le couloir en courant. « Qu'est-ce que cela signifie? Riffet, que lui as-tu raconté pour le mettre dans un état pareil ?» Riffet secoua la tête d'un air agité. Je suis aussi perplexe que toi. On m'a montré une bouteille. Surveille cette bouteille jour et nuit, m'a-t-on ordonné. On a ajouté, quand la bouteille se cassera ou se renversera, viens me prévenir aussitôt. Je me suis dit qu'en vérité c'était un travail facile. Puis je me suis demandé si Joaz ne me considérait pas sénile au point de s'imaginer qu'une tâche aussi futile que la surveillance d'une bouteille me plairait. Je suis vieux, j'ai les bajoux qui tremblent, mais je ne suis pas complètement stupide. Et à ma grande surprise, la bouteille s'est cassée. Il faut reconnaître que l'explication est simple. Elle est tombée. Néanmoins, sans savoir de quoi il retournait, j'ai obéi aux ordres et suis venu prévenir Joaz Bonbeck. Fadé se tortillait d'impatience. « Mais où est cette bouteille ?» Dans son cabinet de travail. Fadé courut aussi vite que lui permettait l'étroitesse de son fourreau. Elle franchit un tunnel transversal, passa sur un pont couvert enjambant la voie de Kergan, puis remonta un plan incliné jusqu'aux appartements de Joaz. Fadé continua de courir le long du couloir, traversa à la même allure le vestibule où étaient éparpillés les débris d'une bouteille et s'arrêta enfin, étonné, dans le cabinet. Celui-ci était désert. Elle remarqua alors qu'un pan des rayonnages était entr'ouvert. Doucement, non sans crainte, elle traversa la pièce à pas furtifs et risqua un coup d'œil dans l'atelier. Une scène étrange s'offrit à elle. Debout, détendu et souriant, Joaz regardait, à l'autre bout de la pièce, un sacerdote nu en train d'essayer de relever, l'air grave, une barrière qui s'était rabattue brusquement et bloquait une partie du mur. Et l'obstacle était astucieusement verrouillé, et les efforts du sacerdote furent vains. Celui-ci pivota, jeta un coup d'œil rapide à Joaz, puis se dirigea vers la porte menant au cabinet de travail. Fadé retint son souffle et recula. Le sacerdote pénétra dans le bureau. Au moment où il s'apprêtait à en sortir, Joaz lui lança. « Un instant, j'aimerais te parler. » Le sacerdote s'arrêta et tourna la tête d'un air légèrement interrogateur. L'homme était jeune, son visage terne, dépourvu d'expression, était presque beau, sa peau fine et transparente distendue sur ses traits pâles. Ses yeux, immenses, bleus et innocents, semblaient fixer le vide. Sa frêle ossature manquait d'étoffe. Les doigts de ses mains fines tremblaient, comme s'il souffrait d'un trouble nerveux. Une crinière de longs cheveux bruns s'étalait dans son dos et descendait presque jusqu'à sa taille. Joaz s'assit avec une nonchalance ostentatoire sans jamais le quitter des yeux.
Puis il se mit à parler d'une voix volontairement aiguë et inquiétante. « Je trouve que ton attitude frise la sournoiserie. » Cette déclaration n'attendait aucune réponse, et le sacerdote n'en fit aucune. « Je t'en prie, assieds-toi, » proposa Joaz, indiquant un banc. « Tu vas devoir me fournir bon nombre d'explications. » Était-ce l'effet de son imagination, ou Pfadé avait-elle bien aperçu une lueur fugitive d'amusement passer dans le regard du sacerdote? Ce dernier resta pourtant muet une fois de plus. Joaz, se conformant aux règles particulières en usage pour communiquer avec les sacerdotes, demanda « Veux-tu t'asseoir ?»« Cela m'est indifférent, dit le sacerdote. Puisque je suis déjà debout, je vais rester ainsi. Joaz se leva et accomplit un acte sans précédent. Il poussa le banc derrière le sacerdote, égratignant au passage le creux de ses genoux noueux, et l'obligea fermement à s'asseoir. « Puisque tu es assis, à présent, tu peux très bien rester comme ça. » Le sacerdote se remit lentement debout, avec dignité. « Je vais rester debout. » Joaz haussa les épaules. « À ta guise. J'ai l'intention de te poser quelques questions. J'espère que tu te montreras coopératif et que tu y répondras avec précision. » Le sacerdote battit des paupières à la manière d'un hibou. « Je peux compter sur toi ?»« Certainement. Toutefois, je préfère retourner là d'où je viens. » Joaz ignora sa remarque. « D'abord, enchaîna-t-il, pourquoi viens-tu dans mon cabinet de travail ?» Le sacerdote s'appliqua pour répondre comme s'il s'adressait à un enfant. « Ton langage est vague. Je suis troublé, et je n'ai pas le droit de répondre puisque j'ai fait le serment de ne dire que la vérité à quiconque la demande. » Joaz s'installa plus confortablement sur sa chaise. « Rien de presse. Cette discussion peut durer, je m'y suis préparé. Alors laisse-moi te demander, as-tu ressenti des impulsions qui t'ont persuadé ou obligé à pénétrer dans mon bureau? Si c'est le cas, pourrais-tu m'en parler? » « Oui. »« Combien en as-tu dénombré? » »« Je ne sais pas. »« Plus d'une? » »« Peut-être. »« Moins de 10? » »« Je ne sais pas. »« Pourquoi es-tu incertain? » »« Je ne suis pas incertain. »« Alors pourquoi ne peux-tu pas me préciser ce chiffre? » »« Un tel chiffre n'existe pas. » »« Je vois. Tu veux sans doute dire que plusieurs raisons obéissant à un motif unique ont commandé à ton cerveau d'ordonner à tes muscles de te conduire jusqu'ici. » »« C'est possible. » La bouche de Joaz aux lèvres minces se tordit en un léger sourire de triomphe. « Peux-tu décrire une raison de ce motif hypothétique? » ?»« Oui. » »« Alors vas-y. » Les sacerdotes étaient protégés contre toute forme de contrainte. Celles que Joaz connaissait, le feu, l'épée, la soif, la mutilation, n'étaient pour eux que de simples désagréments. Ils en faisaient abstraction, comme si elles n'existaient pas. Leur monde personnel était le seul monde de la réalité. Se conformer ou réagir aux affaires des hommes parfaits les humiliait. Ils ne pouvaient agir qu'en étant parfaitement passifs et totalement sincères. Joaz comprit en partie ce fonctionnement et reformula sa question. « Peux-tu te souvenir d'une des raisons qui t'a poussé à venir ici? » ?»« Oui. »« Quelle est-elle? » ?»« Un désir d'errance. »« Peux-tu t'en remémorer une autre? » ?»« Oui. »« Laquelle? » ?»« Une envie de faire de l'exercice en marchant. » »« Je vois. Ne serais-tu pas par hasard en train de chercher à éluder mes questions? » ?»« Je réponds aux questions telles que tu les formules. Ainsi, tant que j'agis de cette façon, tant que j'ouvre mon esprit à tous ceux qui sont à la recherche de la connaissance, puisque tel est notre credo, aucune dérobade n'est possible. » »« C'est ce que tu affirmes. Pourtant, tu ne m'as encore fourni aucune réponse satisfaisante. » La réponse du sacerdote à ce commentaire se traduisit par une dilatation à peine perceptible de ses pupilles. « Très bien alors, » reprit Joaz. « Peux-tu te souvenir d'une autre raison de ce motif complexe que nous venons d'aborder? » ?»« Oui. »« Laquelle? » ?»« Je m'intéresse aux antiquités. Je suis venu dans ton bureau afin d'admirer les vestiges des vieux mondes en ta possession. » »« Vraiment? » Joaz haussa un sourcil. « J'ai de la chance de posséder des trésors aussi fascinants. Lequel t'intéresse plus particulièrement? » ?»« Tes livres, tes cartes, ton superbe globe du monde parfait. » »« Le monde parfait? L'Éden? » ?»« Oui, c'est l'une de ces dénominations. » Joaz fit un mot. « Ainsi tu viens étudier mes antiquités. Eh bien alors, quelles sont les autres raisons? » Le sacerdote hésita quelques secondes. « On m'a suggéré de venir ici. »
Qui? Le démi. Pourquoi te l'a-t-il suggéré? Je ne sais pas trop. Peux-tu émettre des suppositions? Oui. Quelles sont-elles? Le sacerdote agita les doigts d'une de ses mains d'un petit geste insignifiant. Le démi désire peut-être devenir un homme parfait. Aussi cherche-t-il à apprendre les principes de votre existence. Ou alors, le démi souhaite peut-être modifier les échanges commerciaux. Le démi est peut-être fasciné par les descriptions que j'ai faites de tes antiquités. Ou alors, le démi s'intéresse peut-être à ce que te permettent de voir tes panneaux visuels. Ou alors... Il suffit. Laquelle de ces suppositions, ou une autre que tu n'as pas encore divulguée, considères-tu comme la plus vraisemblable? Aucune. Joaz haussa de nouveau un sourcil. Comment justifies-tu cela? Étant donné qu'aucun nombre précis de suppositions ne peut être avancé, le dénominateur de tout rapport de probabilité est variable et le concept global n'a plus aucun sens d'un point de vue arithmétique. Joaz grimaça de lassitude. De toutes les suppositions qui te sont venues à l'esprit jusqu'à présent, laquelle considères-tu comme la plus probable? J'imagine que le démi a pensé qu'il serait bon que je vienne ici pour rester debout. Qu'accomplis-tu en restant debout? Rien. Alors le démi ne t'a pas envoyé ici pour rester debout. Le sacerdote n'ajouta aucun commentaire à cette affirmation. Joaz formula sa nouvelle question avec le plus grand soin. Que crois-tu que le démi espère te voir accomplir en t'envoyant ici pour rester debout? Je crois que son désir est que j'apprenne la façon de penser de l'homme parfait. Et as-tu appris ma façon de penser en venant ici? J'en ai appris énormément. En quoi cela t'aide-t-il? Je ne sais pas. Combien de fois es-tu déjà venu dans mon cabinet de travail? 7. Pourquoi est-ce toi qu'on a choisi pour cette mission? Mon tande a eu l'approbation du synode. Je serai peut-être le prochain démi. Joas tourna la tête par-dessus son épaule et s'adressa à Phadet. Prépare du thé. Il fixa de nouveau son attention sur le sacerdote. Qu'est-ce que le tande? Le sacerdote prit une profonde inspiration. Le tande est la représentation de l'âme. À quoi ressemble-t-il? Le visage du sacerdote afficha une expression insondable. Il est indescriptible. En ai-je un? Non. Joaz haussa les épaules. Alors, tu peux lire dans mes pensées. Un silence. Peux-tu lire dans mes pensées? Pas très bien. Pourquoi voudrais-tu lire dans mes pensées? Nous vivons ensemble dans l'univers. Comme il nous est interdit d'agir, nous sommes obligés de savoir. Joaz eut un rire sceptique. En quoi la connaissance peut-elle vous être utile si vous ne vous conformez pas à ce que vous avez appris? Les événements suivent le raisonnement, à l'instar de l'eau qui creuse une cuvette pour former un bassin. Bah, Fit Joaz soudainement irrité. votre doctrine vous engage à ne pas vous ingérer dans nos affaires. Toutefois, vous permettez à votre raisonnement de créer les conditions nécessaires pour influer sur les événements. Est-ce exact? Je n'en suis pas sûr. Nous sommes un peuple soumis. Pourtant, le démi devait avoir une idée en tête quand il t'a envoyé ici. Je ne peux le dire. L'interrogatoire de Joaz prit une nouvelle orientation. Où mène le tunnel qui se trouve derrière mon atelier? Dans une grotte. Phadet déposa une théière d'argent devant Joaz. Il se versa du thé et le sirota d'un air pensif. D'innombrables formes de luttes existaient. Le sacerdote et lui avaient entrepris une partie de cache-cache qui mélangeait mots et idées. Le sacerdote était un spécialiste de la patience et des dérobades en douceur. Joaz, lui, opposait fierté et détermination. Le sacerdote était handicapé par un besoin inné de dire la vérité. Joaz devait avancer à l'aveuglette, comme un homme à qui on aurait bandé les yeux, sans connaître le but recherché, sans savoir ce qu'il y avait à la clé. Très bien, Se dit-il. continuons. Nous verrons bien lequel de nous deux perdra son sang-froid le premier. Il proposa du thé au sacerdote qui le refusa d'un mouvement de tête si discret qu'il aurait pu passer pour un frisson. Joaz esquissa un geste laissant paraître son indifférence. Si tu désires te sustenter ou te désaltérer, fais-le-moi savoir. J'apprécie tellement notre conversation que je crains de devoir la prolonger jusqu'à la limite de ta patience. Es-tu certain de ne pas vouloir t'asseoir? Oui, À ta guise. Eh bien, revenons à notre discussion. Cette grotte à laquelle tu as fait allusion, est-elle habitée par des sacerdotes?
Je ne comprends pas ta question. Les sacerdotes l'utilisent-ils? Oui. Petit à petit, Joas finit par lui arracher des informations concernant cette caverne. Elle communiquait avec une enfilade de pièces où les sacerdotes fondaient du métal, fabriquaient du verre, mangeaient, dormaient et célébraient leurs rites. À une certaine époque, existait un passage reliant la caverne des sacerdotes au Val Bonbeck, mais il avait été comblé depuis fort longtemps. Pourquoi? Des guerres avaient eu lieu dans l'amas. Des hordes d'hommes vaincus avaient trouvé refuge sur Aerlith et s'étaient installés dans les crevasses ou les vallées. Les sacerdotes, préférant être coupés du monde, avaient fermé leurs grottes et les avaient dissimulées. Où se trouvait cette ouverture? Le sacerdote donna une réponse vague, incertaine. Quelque part à l'extrémité septentrionale de la vallée. Derrière les éboulis Bonbeck? Peut-être. Mais le commerce entre les hommes et les sacerdotes s'effectuait à l'entrée d'une grotte sous le mont Chetron. Pourquoi? C'est une question d'habitude, déclara le sacerdote. En outre, de cet endroit, on accédait plus facilement à la vallée heureuse et au ravin Phosphore. Combien de sacerdotes vivaient dans ces grottes? Incertitude. Certains avaient dû mourir, d'autres naître. Combien y en avait-il approximativement ce matin? 500, peut-être. À ce point de la discussion, le sacerdote se balançait d'une jambe sur l'autre. La voix de Joas était devenue rauque. Revenons au motif, ou aux raisons de ce motif, qui t'a ou qui t'ont amené à mon cabinet de travail. A-t-il un quelconque rapport avec l'étoile coralline, avec une possible venue des basiques ou des greffes, comme on les appelait jadis? Le sacerdote sembla de nouveau hésiter, puis finit par répondre. Oui. Si les basiques revenaient, les sacerdotes nous aideraient-ils? Non. La réponse fut claire et nette. Mais je suppose que les sacerdotes souhaitent que les basiques soient repoussés. Pas de réponse. Joas reformula sa phrase. Les sacerdotes souhaitent-ils que les basiques soient chassés d'Aerlith? Le raisonnement nous enjoint de garder nos distances aussi bien avec les affaires des hommes qu'avec celles des non-humains. Joas fit la moue. Imagine que les basiques envahissent vos grottes et vous emportent sur la planète coralline. Que se passera-t-il alors? Le sacerdote eut presque l'air de rire. On ne peut pas répondre à cette question. Résisteriez-vous si les basiques tentaient une telle démarche? Je ne peux pas répondre à ta question. Mais la réponse est non. Le sacerdote acquiesça. Alors, vous possédez des armes? Les 12 yeux bleus du sacerdote parurent abattus. Dissimulation? Lassitude? Joas réitéra sa demande. Oui, lâcha le sacerdote. Ses genoux fléchirent, mais il se redressa avec fermeté. Des armes de quelle sorte? Diverses et variées. Des projectiles, des cailloux, par exemple. Des armes perforantes, des bâtons pointus, par exemple. Des armes tranchantes et coupantes, des ustensiles de cuisine, par exemple. Sa voix commença à s'estomper comme s'il s'éloignait. Des poisons, arsenic, soufre, triventidum, acide, fougère noire. Des armes ignivores, torches s'enflammant au contact des rayons du soleil réfléchis par des lentilles. Des armes suffocantes, cordes, nœuds coulants, courroies, cordons. Des citernes pour noyer l'ennemi. Assieds-toi, repose-toi. Le pressa Joas. Ton inventaire m'intéresse, mais son efficacité me semble discutable. Possédez-vous d'autres armes qui pourraient repousser les basiques de manière radicale s'ils vous attaquaient? La question, à dessein ou par hasard, resta sans réponse. Le sacerdote tomba lentement sur ses genoux comme pour prier. Puis son visage s'écrasa sur le sol, et son corps bascula de côté. Joas se précipita vers lui, lui releva la tête d'un coup sec en la tirant par les cheveux. Les paupières mi-closes ne laissaient apparaître qu'une blancheur repoussante. « Parle !» maugréa Joas. « Réponds à ma dernière question. Possédez-vous des armes ou une seule arme susceptible de repousser l'attaque des basiques ?» Les lèvres exsangues s'entr'ouvrirent. « Je ne sais pas. » Joas fronça les sourcils, examina le visage cireux et recula, perplexe. « Cet homme est mort. » C'était Les Maîtres des Dragons, un roman court par Jack Vance.
Chapitre 6. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee ou souscrivez à Cosmodieu Premium pour des exclusivités et des avant-premières. Cosmoditrice, Cosmoditeur, je vous souhaite le meilleur. Merci, à bientôt.